Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose d'explorer ensemble l'accompagnement en formation à distance à travers le prisme de la temporalité, ou plutôt des temporalités d'apprentissage. Avant de commencer, je voulais vous partager cette phrase qui illustre la dualité de la variable temps, surtout quand l'espace se fait virtuel. Pour que le temps soit votre allié et celui de vos apprenants et apprenantes, il peut être intéressant de passer quelques minutes à réfléchir sur différents aspects de l'expérience d'apprentissage dans un contexte de formation à distance. Nous allons partir d'une temporalité étudiée par les sociologues pour considérer ensuite les temporalités sous contrainte des étudiants et étudiantes. Nous amorcerons également une réflexion sur l'évolution de l'engagement au cours du temps. Enfin, en visualisant ce qui se met en place au fil d'un apprentissage à distance, vous aurez des pistes pour adapter votre accompagnement. Vous aurez aussi l'occasion d'alimenter votre journal de bord en réfléchissant à votre propre expérience d'apprenant à distance. Ce n'est pas nouveau qu'en éducation, la question du temps soit mise en avant et en particulier en formation à distance. De nombreux chercheurs alimentent d'ailleurs nos réflexions et mettent en lumière l'évolution de notre rapport au temps depuis le développement des technologies de l'information et des communications. Partons de cette idée de temps multiple et schématisons les différentes temporalités de l'expérience d'apprentissage. Nous pouvons visualiser les différents niveaux temporels. Sur le plan macroscopique, il y a la temporalité de l'institution, qui est un temps normé, invariant, qui impose des moments, la remise des devoirs, l'inscription à l'examen, le passage de l'examen, etc. Ada Meares-Frey, dans sa réflexion sur l'essai de Gaston Bachelard, L'intuition de l'instant, nous parle très justement de ce temps horizontal par lequel nous autres professeurs, nous avons été façonnés et dans lequel nous avons baigné. Au niveau microscopique, cette fois, il y a la temporalité de l'engagement de l'apprenant, souvent discontinue. La temporalité aussi de son propre apprentissage, qui peut être pensée et guidée par la conception du contenu du cours. C'est cette fameuse courbe d'apprentissage. Et enfin, au niveau mésoscopique, pour reprendre le terme des sociologues, chaque étudiant vit aussi la temporalité de ses formations, son parcours éducatif. Parcours qui est d'ailleurs de moins en moins linéaire et qui lui s'insère dans sa trajectoire de vie. Pourquoi est-ce important de caractériser ces différentes temporalités ? Tout d'abord, pour tenter de les harmoniser. Pour donner également une rétroaction à l'apprenant, pour qu'il se situe dans cet espace-temps, dans son référentiel temporel. Au niveau collégial, nos apprenants sont de jeunes adultes. Au cégep à distance, par exemple, la moyenne d'âge est même de 27 ans. Donc, notre cadre d'analyse repose sur une perspective d'éducation et de formation des adultes. Notre modèle s'insère dans une temporalité plus globale de l'apprentissage. Et comme le soulignait Pierre Dominicé, nous élaborons des cours qui s'inscrivent dans une trajectoire de vie. Et le sens que nos apprenants construiront à partir du contenu s'appuie sur leur expérience passée, mais aussi sur ce qu'ils souhaitent en faire dans le futur. Je vous invite à revenir à vos personas et à réfléchir au parcours éducatif de vos apprenants. Qu'ont-ils vécu en termes d'apprentissage, sur le plan cognitif, mais aussi affectif? Pourquoi suivent-ils votre cours? Combien de cours suivent-ils en parallèle? Combien d'heures travaillent-ils par semaine? Toutes ces questions peuvent vous aider à avoir une meilleure idée des différentes temporalités auxquelles vos apprenants et apprenantes sont soumis. Bien entendu, réfléchir à la temporalité de l'apprentissage est lié à l'évolution de l'engagement de l'apprenant en fonction du temps. Cet engagement, il est cyclique. Vous le voyez sur ce schéma, il y a souvent des phases de désengagement et l'enjeu pour les encadrants, c'est justement d'anticiper les moments clés dans l'expérience d'apprentissage pour initier une phase de réengagement qui va mener l'étudiant jusqu'à son examen final. Comment pouvons-nous quantifier cet engagement? Comme vous, l'étudiant va interagir de façon ponctuelle avec son environnement numérique d'apprentissage et ces actions ponctuelles vont être accessibles via les traces numériques. Il est important d'identifier les moments clés dans le parcours, car cela vous permettra d'anticiper votre encadrement. Pensez à resituer vos apprenants sur le plan temporel.
Cela peut se faire par exemple grâce à des messages avant chaque échéance. Si votre cours a lieu chaque semaine en synchrone, vous pourriez par exemple envoyer un résumé du cours précédent et les grandes lignes du cours suivant. Faites-le de façon régulière en essayant de choisir toujours le même jour. Vous instaurez ainsi un certain rythme et cela rassurera vos étudiants et étudiantes. Vous êtes maintenant un petit peu plus familier avec le vocabulaire utilisé en formation à distance. Vous savez que les différentes modalités existent. Il y a des cours asynchrones où le contenu est enregistré, comme pour celui-là. Il y a aussi les cours synchrones que vous faites en direct. Et il peut y avoir un mixte des deux formules, les cours hybrides. Avec l'équipe de recherche du Cégep à distance, nous avons analysé l'expérience d'apprentissage d'un cours hybride. Chaque semaine, les étudiants devaient assister à une classe virtuelle, soit le mardi pour le groupe 1, soit le jeudi pour les étudiants du groupe 2. Et entre chaque classe, ils avaient à disposition du matériel pédagogique, similaire un peu à ce qu'on appelle des classes inversées. Nous avons regardé comment se répartissait leur interaction avec la plateforme sur la semaine pour chacun des deux groupes. Nous voyons sur le graphique que le groupe 1, en gris foncé, a un pic d'interaction la veille de la classe virtuelle, alors que le groupe 2 ne semble pas augmenter son activité le mercredi. Ce type d'approche peut donner des pistes sur l'organisation des classes virtuelles dans le futur. Nous voyons aussi que le vendredi et le samedi, l'activité diminue. Nous observons que le groupe 1 réamorce une activité le dimanche pour se préparer à sa classe virtuelle du lundi. Si vous deviez envoyer un message hebdomadaire à vos étudiants, dans ce cas-ci, pour le groupe 1, peut-être privilégiez le dimanche. Vos étudiants seront à coup sûr devant leur ordinateur. Votre interaction aura un impact plus important car elle sera faite au bon moment. Nous pouvons également regarder le nombre d'actions pour chaque module du cours en fonction du temps. Cela permet d'analyser la façon dont les étudiants interagissent avec le contenu, ce qui peut être intéressant par exemple pour les concepteurs pédagogiques. Nous voyons sur ce graphique que certains modules ont été exploités plus que d'autres au cours du temps. Mais comme le soulignent Azarta et Schmidt de l'Université du Nebraska, au-delà du nombre d'accès et d'actions sur la plateforme, 3 paramètres semblent avoir des liens avec la performance. Le rythme, la complétude, c'est-à-dire le fait de terminer chaque module du cours, et la cohérence d'interaction avec le contenu. En partant des conclusions de Azarta, nous avons créé des métriques temporelles. En plus du nombre total d'actions, nous avons considéré la complétude, l'intensité d'interaction, c'est-à-dire le nombre d'accès par module, avec une pondération dégressive au fur et à mesure des accès. Et nous avons aussi créé la métrique bachotage, c'est-à-dire le fait de travailler intensément uniquement avant une échéance. Dans notre cas, nous avons choisi de regarder ce qui se passait 2 jours avant chaque examen. Grâce à une analyse par composante principale rapportée à ces 4 métriques, nous avons pu mettre en évidence des profils temporels. Au niveau individuel, vous le voyez, la carte des facteurs nous permet de visualiser la répartition des étudiants selon les 2 composantes retenues. 4 groupes ou clusters se détachent. Pour chaque groupe, nous pouvons obtenir 4 valeurs moyennes, représentées ici sous la forme d'un graphique radar. Ce graphique met en évidence les tendances dominantes de chaque groupe d'étudiants. Par exemple, le cluster 4, en bleu, regroupe les étudiants qui ont un haut indice de complétude, qui interagissent beaucoup avec l'environnement d'apprentissage avec une plus forte intensité et qui travaillent plus régulièrement. Vous le voyez, il y a un faible indice de bachotage. Contrairement au cluster en vert, qui lui contient les étudiants qui ont tendance à bachoter, c'est-à-dire à étudier davantage à l'approche de l'examen. Comme je l'ai dit, ce graphique met donc en évidence les tendances dominantes de chaque groupe sur le plan temporel. Chaque groupe demandera un accompagnement différent. À vous d'évaluer les actions à poser pour chacun d'entre eux en prenant en compte les spécificités de votre environnement éducatif. Que faut-il retenir de cette première partie ? Nos apprenants, et vous le vivez vous aussi, doivent faire face à des temporalités multiples qui peuvent avoir un impact sur leur engagement en formation à distance. Cet engagement est cyclique. En préparant votre accompagnement, vous pouvez anticiper le désengagement.
Nous avons vu que le type de modalité peut également avoir une influence sur le rythme des interactions avec l'environnement numérique. Nous l'avons d'ailleurs illustré dans le cas d'un cours hybride. Gardez en tête qu'il faut interagir avec vos apprenants au bon moment. Il faut donc définir quels sont les moments clés dans le parcours que vous offrez. Enfin, des approches un peu plus mathématiques peuvent nous aider à faire émerger les comportements temporels de groupes d'étudiants. Vous le voyez, il est important de bien connaître notre public pour offrir un encadrement plus personnalisé.